Bienvenue dans le journal de vuedailleurs.com. Merci d'être avec nous pour découvrir toute l'actualité développée sur le site fondé et dirigé par Cédric Leboussy, un site qui couvre évidemment de nombreux thèmes d'actualité via des interviews, des billets d'humeur ou encore des décryptages. L'actualité est traitée sous tous ses angles avec une seule règle rigoureuse, c'est le slogan du site. Les opinions sont libres mais les faits sont sacrés. On va démarrer tout de suite avec l'actualité internationale et on s'intéresse au rêve américain avec cet article signé par Jacques Attali. Pendant plus de 2 siècles, ce fameux rêve américain a attiré des gens du monde entier, en particulier d'Europe, qui ont trouvé une certaine liberté politique, des universités exceptionnelles, une possibilité d'entreprendre inégalée. Mais le rêve a tourné au cauchemar. Le niveau de vie de la plupart des citoyens américains n'a pas augmenté depuis 40 ans, alors que celui des plus riches a doublé. Plus de 30 millions d'Américains sont expulsables parce qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer ou leur emprunt. Le chômage a atteint 15% de la population et même les valeurs chères aux États-Unis sont mises à mal. Moins d'un tiers des Américains nés dans les années 80 pensent qu'il est essentiel de vivre en démocratie. Alors, selon Jacques Attali, la réélection de Donald Trump ou l'arrivée au pouvoir de Joe Biden ne changera rien. On pourrait un jour assister à un mouvement inverse, à un mouvement des États-Unis vers l'Europe, que ce soit en termes d'idées, de gens ou encore de capitaux. Encore faudrait-il pour cela que l'Union européenne mette en œuvre le projet d'un continent démocratique, juste, écologiquement durable, défenseur des libertés partout dans le monde et doté des moyens de la puissance. On pourra alors parler sérieusement d'un rêve européen. Donc pour Jacques Attali, plus d'infos et de détails dans son article sur le site de vuedailleurs.com. Dans un instant, l'actualité en France. L'actualité en France tout de suite et on s'intéresse à des messages qui accusent l'industrie pharmaceutique de préparer des vaccins anti-Covid hors de prix. Des groupes Facebook affirment que la vaccination est inutile. Des sites obscurs qui voient dans cette crise du Covid-19 un plan pour injecter des puces 5G à la population mondiale. Bref, les discours anti-vaccins sont désormais bien implantés en France et ces derniers temps, ils ont trouvé même des relais médiatiques chez des personnalités comme l'actrice Juliette Binoche. Les anti-vaccins trouvent un nouveau souffle à leur théorie complotiste avec cette crise sanitaire. Il serait plus d'1 million inscrits sur près de 90 pages Facebook publiques et privées et qui fustigent aujourd'hui l'idée d'un sérum contre le Covid-19. Alors leur cible principale à ces anti-vaccins, c'est Big Pharma, donc une théorie du complot selon laquelle les établissements médicaux et les compagnies pharmaceutiques en particulier s'organisent entre eux et de façon consciente contre le bien commun et ce à des fins financières. Les faits sont contre eux, rappelle cet article que vous pouvez retrouver sur le site de vuedailleurs.com puisque la vaccination sauve 3 millions de vies chaque année dans le monde et a permis d'éradiquer des maladies immortelles évidemment comme la polio ou encore la rougeole. Donc plus d'informations sur notre site. À suivre l'actualité économique et sociale. L'actualité économique et sociale, on s'intéresse à cette question. Comment développer son entreprise malgré la crise sanitaire et économique au-delà du télétravail? Pour en parler, nous sommes en direct avec Michael Tartar qui est avec nous. Bonjour, vous êtes l'un des 2 auteurs de Transformation Digitale 2.0, 6 leviers pour parer aux disruptions. Alors avant de rentrer en détail dans le sujet, déjà, est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce que la digitalisation généralisée? Alors, on pourrait dire que la digitalisation... Déjà, bonjour, pardon, excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. La digitalisation, c'est en fait utiliser les technologies numériques et développer les usages qui vont avec. Alors, c'est pas uniquement une affaire de geek, bien au contraire, on l'a vu dans de nombreuses industries qui ont tiré profit du numérique pour se développer. Donc, la généralisation du digital, c'est d'utiliser ces technologies, ces données, ces usages à plein régime. Alors comment se préparer, comment préparer son entreprise à cette digitalisation? En fait, c'est un peu comme dans tous les domaines, c'est-à-dire que le premier des points importants à réaliser, c'est de faire un diagnostic de ses forces et de ses faiblesses.
De la même manière que vous préparez une expédition en haute montagne en faisant un point sur votre situation et en programmant un plan de développement, eh bien, la première des choses à faire, c'est de faire un point de situation qui va vous donner un point de départ et qui va vous donner ensuite des points de progression qui vont vous permettre de mesurer justement votre progression au regard des usages, des technologies qui sont mises en œuvre. Et comment poser ce bon diagnostic? Est-ce qu'il faut se faire aider? Alors, avec David Fayon, donc le co-auteur de mon livre, ce que nous avons fait, c'est que nous avons proposé un modèle de maturité digitale qui permet justement de faire ce point complet. Voilà, il suffit d'acheter le livre. Hein, vous l'avez dans différents points de vente, à la Fnac, sur Amazon, ou même à votre librairie de quartier, ou près directement de l'éditeur Pearson. Et vous avez dans ce modèle 113 indicateurs de maturité. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, vous verrez que le digital, c'est un sujet de stratégie, d'organisation, de personnel de l'entreprise, d'offres qui est proposé, de technologies d'innovation sur laquelle on s'appuie, enfin d'environnement dans laquelle s'intègre l'entreprise ou le service public, puisqu'il ne faut pas l'oublier non plus. Ce livre, ce modèle qui est décrit dans ce livre, est adapté à la fois au secteur privé comme au secteur public. Et vous en parlez dans votre livre, 6 leviers donc pour parer à ces dangers. Quels sont-ils? Est-ce qu'on peut les résumer rapidement? Oui, alors je les ai très très rapidement introduits. En fait, le premier des leviers, c'est la stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui est décidé pour que le numérique soit un support à la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est le premier des leviers. Deuxième levier, l'organisation. Donc, comment les structures sont mises en œuvre à l'intérieur de l'organisation pour que les hommes et les femmes puissent collaborer de manière efficace, pour que les instances de gouvernance soient des facilitateurs au développement du numérique. Ça, c'est un deuxième sujet donc, qui est très important. Troisième levier, les hommes et les femmes de l'entreprise, ce que nous appelons avec David le personnel. Alors là, le sujet, ce sera plutôt un sujet d'appropriation du digital pour que les formations soient justement distribuées au bon niveau, que la culture de l'entreprise soit bien imprégnée auprès des collaborateurs pour qu'ils puissent être efficaces dans leur travail en utilisant le numérique. Quatrième levier, l'offre, évidemment, comment elle est construite, comment elle est marketée, comment elle est vendue, de sorte à ce qu'elle tire pleinement partie du numérique en exploitant par exemple la donnée, les interfaces, ce type de choses. Cinquième levier, la technologie et l'innovation. Donc là, il s'agit de toutes les technologies qui sont mises en œuvre. Ça peut être des applications, ça peut être des serveurs, ça peut être des outils bureautiques, ça peut être des ordinateurs, des portables, ce genre de device, ou alors des devices plus spécifiques à certains métiers, qui vont être utilisées sur le terrain. Et donc, toutes ces technologies-là, si elles sont bien conçues, bien architecturées, elles facilitent la distribution de l'offre, elles facilitent le travail avec le numérique. Enfin, le dernier levier, le sixième, c'est l'environnement. Pourquoi? Parce que on a souhaité aussi, avec David, intégrer un élément important, qui sont les aspects juridiques, fiscaux, de lobbying également, qui font que l'entreprise va être à l'écoute du monde dans lequel elle vit, qu'elle va être capable d'appréhender les nouvelles tendances qui s'imposent à elle, qui peuvent être par exemple un nouveau droit qui peut être donné, on a vu il y a 2 ans avec le RGPD. Donc tous ces aspects-là sont appréhendés. Et donc vous voyez qu'avec ces 6 leviers, on appréhende la maturité digitale à 360 degrés grâce à DIM, Digital Internet Maturity Model. Merci beaucoup Mickaël Tartare d'avoir été en direct avec nous. On rappelle que votre livre, donc Transformation digitale 2.0, 6 leviers pour parer aux disruptions, est d'ores et déjà disponible. À suivre dans un instant l'actualité culturelle. Et pour traiter de l'actualité culturelle, lumière sur la pièce Un roi, deux dames et un valet d'après François Porcher. Ça se passe à Versailles en 1691. Madame de Maintenon ne supporte plus la présence de Madame de Montespan, l'ancienne favorite du roi. Bontemps, premier valet de chambre du roi, lui échafaude un plan. La mise en scène est signée Marie-Véronique Raban. Voici tout de suite un extrait pour vous faire une idée.
mettra par terre, plus bas que terre. Qu'elle garde les titres qu'elle doit à son ventre, pourvu qu'elle débarrasse le plancher. Et dire que ces gens, je les ai eus tous à mes pieds, sous ma pantoufle. Vous entendez? Sous ma pantoufle. Qu'est-ce que tu manigances avec ta vieille fée? Le vieux valet et l'ancienne servante sont bien faits pour s'entendre. Ma tête me tourne. Vos vapeurs, il fallait s'y attendre. Vous parlez comme une femme qui n'a jamais eu d'enfant. J'ai eu les vôtres. C'est sans comparaison. En effet. Mais c'est pour entendre cela que je suis venu. C'est pour la voir encore faire la fière que j'ai pris sur ma nuit. Tu m'as trompé. Je vous avais dit que cela finirait mal. Elle va se jeter au pied du roi à la sortie de la messe. Plus d'espoir qu'elle s'en aille jamais. Rappelez-la. Regardez-la, son chapelet encore au doigt. Du moins le roi, ce vieux puant, fait ses mauvais coups en public, comme il fait ses besoins. Lorsque le roi s'est levé avec sa solennité grotesque. Je ne peux entendre parler ainsi de Sa Majesté. Et tu m'entendras? Sa Majesté sort de table. Tu peux le dire à toute la cour. Je ne m'en irai pas. Voilà pour cet extrait, donc un roi, deux dames et un valet. Nous sommes avec la comédienne Patricia Gleville. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes également sur scène, donc en alternance pour interpréter eh bien, une femme exceptionnelle. Rappelez-nous un petit peu, avant qu'on parle du concept, rappelez-nous un petit peu l'importance de votre rôle. Est-ce que c'est vraiment un témoignage de ce qui se passait à l'époque entre ces deux femmes, entre les deux maîtresses du roi? Et oui, bonjour. Madame de Montespan a été l'une des plus favorites de Louis XIV. On sait que dans la première partie de sa vie, les femmes comptaient énormément. Et la Lavalière, comme autre grand exemple. Et puis la Montespan, moi j'ai eu la chance avec lui d'avoir des enfants. Donc là, c'est la grande différence et c'est pour ça qu'elle avait une si grande place auprès de Louis XIV. Par contre, effectivement, dans la pièce, nous arrivons à un moment historique où j'ai fait entrer Madame de Maintenon à la cour pour s'occuper de mes enfants. Elle n'est donc que la gouvernante. Et cette grue, comme je dis, s'est mariée secrètement avec Louis XIV. Moralité, nous arrivons à un moment crucial où Madame de Maintenon fait tout pour que Madame de Montespan soit éloignée de Louis XIV. Ce qui n'est pas la meilleure période pour moi. Mais pour les comédiens, c'est un moment d'extase de jouer ces deux rôles-là, puisque le discours est très acerbe, vous vous en doutez, entre Madame de Maintenon et Madame de Montespan. Et pour les spectateurs, c'est aussi un ravissement, parce qu'elles se disent des horreurs, mais avec un texte perlé et délicieux. Voilà, c'est une lutte entre deux femmes orchestrées par un homme. Donc Bontemps, le premier valet de chambre du roi. Parlons un petit peu du concept, puisque c'est important, surtout en ces temps eh bien, de couvre-feu pour 20 millions de Français, qui concerne 20 millions de Français. La pièce, pour faire face aux restrictions, en fait, les comédiens se déplacent chez des particuliers pour jouer donc devant eux, sur scène, mais sur une scène une scène privée. Sur des scènes privées, tout à fait. En fait, j'ai repensé à ce concept. Vous êtes toute jeune, mais de notre génération, à la télévision, il y avait une fois par semaine une émission qui s'appelait Au théâtre ce soir. C'est une émission qui a duré longtemps, qui a duré une vingtaine d'années. Et vous avez encore beaucoup de personnes qui se souviennent de cette émission de théâtre chez Soir. C'était vraiment comme un ADN pour nous, pour notre génération. Et on se souvient tous des fameux costumes de Donald Caldwell, de la mise en scène de Roger Hart. Et le théâtre venait en fait dans nos foyers. Et de ce concept, je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas ça encore aujourd'hui, mais en live? Alors nous ne sommes pas les seuls, hein, c'est un concept qui existe déjà, mais je voudrais le développer encore plus, parce que le théâtre, c'est un vrai plaisir pour nous,
comédiens, de travailler une scène, de travailler avec les metteurs en scène, de répéter, de faire ce qu'on appelle nos italiennes, de choisir les bons décors, etc. Le metteur en scène avec lequel on travaille. Et puis après, une fois que nous avons joué 20, 30, 40 fois la pièce au théâtre, on a un peu un baby blues. Donc, on ne peut plus jouer la pièce. Alors, je me suis dit, ce serait tellement bien si, la pièce peut continuer à vivre, et puis deux, aller chez des personnes qui, pour elles, c'est plus difficile d'aller au théâtre. Les horaires, les contraintes, en ville, ça peut être les embouteillages, en province, il n'y a pas tellement de choix. Il y a des villes où il faut reprendre la voiture pour aller à une demi-heure ou 3/4 d'heure pour aller au théâtre. Moralité, c'est beaucoup plus agréable, c'est facilitant, et c'est nous qui nous déplaçons à vous. Alors, peu importe. À mettre en place avec les normes sanitaires en ce moment, d'aller jouer chez les gens comme ça? Avec les normes sanitaires, au vu que les réunions à 6, ça va être difficile. Jusqu'ici, nous allions dans des endroits, puis là il faisait beau, donc nous pouvions jouer dehors, et nous allions dans des endroits avec des grandes pièces, et il y avait 20, 30 ou 35 spectateurs. C'est sûr que là, à 6, ça va être un peu plus réducteur. Il n'empêche que si la salle est grande, regardez en entreprise, les réunions peuvent quand même se faire dans des grandes salles où normalement il pourrait être une cinquantaine, et ils font des réunions à 10 ou 12 en respectant les espacements, les gestes barrières. Donc après, à nous d'être agiles, comme en entreprise, pour pouvoir s'adapter en fonction des lieux, tout en respectant les consignes. Alors il est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que les personnes ont envie de se changer un peu les idées et de se dire, puisque je ne peux plus sortir le soir, il y a des pièces dans les après-midi, mais quand on travaille, c'est pas simple. Donc pourquoi pas tenter de l'organiser chez soi, et ça nécessite d'avoir un grand espace. Alors qu'avant le couvre-feu, justement que dans des petits espaces, ça pouvait aussi avoir lieu. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Merci beaucoup Patricia Gléville d'être venue nous présenter un roi, 2 dames et un valet. C'était l'actualité culturelle. Merci d'avoir été avec nous et n'oubliez pas, toutes les informations et puis nos interviews sont à retrouver en détail sur le site de vuedailleurs.com. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.